Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Maria Aristide, chargée de mission au Hub des territoires. Et je suis ravie de vous accueillir avec toute l'équipe pour cette nouvelle conférence débat « Comment réinventer les dynamiques collaboratives pour la transition des organisations et territoires » en partenariat avec l'Institut des futurs souhaitables, partenariat piloté par notre direction de l'investissement. Merci d'être venus ici en présentiel au Hub des territoires ou d'être en ligne. Avant de commencer, en quelques mots, le Hub des territoires, c'est le nouvel espace d'échange et de développement de la Banque des territoires. Sa mission est d'inspirer et concrétiser les réussites territoriales et de nous rassembler. C'est à la fois un lieu et un dispositif qui accueille une grande variété d'événements et de formats. Ne manquez pas de vous inscrire à notre newsletter, le lien sera dans le chat. Nous voulons, avec ces conférences débats, vous donner des clés pour comprendre la transition d'époque en cours et vous donner les outils pour inventer vos futurs souhaitables. Cette conférence donnera, nous l'espérons, à vos activités une ressource dynamique d'exemples d'innovation et de solutions. Je laisse maintenant la parole à Delphine de l'Institut des futurs souhaitables. Merci Marie d'animer ce cycle avec nous. Bonjour à tous, je m'appelle Delphine Blumereau, je travaille à l'Institut des futurs souhaitables. Je suis en charge de son développement et l'animation de cette communauté. Et avant de passer la parole à notre intervenant du jour, je vais simplement vous présenter à nouveau l'Institut pour ceux qui ne connaissent pas encore qui nous sommes et repositionner un petit peu cette conférence dans le cycle de conférences prospectives de l'année. Donc vous dire quelques mots sur l'Institut, c'est en fait une aventure qui a commencé il y a un peu moins de 10 ans et qui est portée par une équipe qui se retrouve autour de 3 convictions fortes qui pourraient être symbolisées par ces 3 stickers. La première, c'est qu'on considère que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, c'est-à-dire qu'on a la conviction que cette période dans laquelle on est assez singulière dans notre humanité, que les solutions qui ont été construites à la fin du 19e siècle et au cours du 20e siècle sont peut-être devenues les problèmes du début du 21e siècle. C'est donc une invitation à réinventer. On se situe bien sur des enjeux de transition. Mais voilà, on n'est pas dans une crise ni dans la fin du monde, mais bien à la fin d'une société à réinventer. On a ce deuxième sticker qui dit que l'avenir ne se prévoit pas, mais qu'il se prépare. C'est pour nous une invitation au changement de posture vis-à-vis de demain, avec la prospective des souhaitables en son cœur. C'est-à-dire que voilà, nous, on n'est pas un institut, ni médium, ni voyant, on ne prévoit pas demain, mais bien une invitation à construire et puis à se passer sur ce qu'on souhaite voir advenir, cette prospective des souhaitables. On a cette troisième conviction qui est aussi notre métier, qui est en fait d'écouter le bruit de la forêt qui pousse plutôt que celui de l'arbre qui tombe. C'est une analogie avec la nature qui nous est chère, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde l'état du monde, on regarde souvent l'arbre qui gît et qui prend toute la place, notamment montré par les médias. Et nous, on est convaincus qu'il est temps qu'on mette un peu les projecteurs sur les initiatives qui émergent et qui pourraient peut-être dessiner demain. Cette posture vers demain, ce métier qu'on porte, ça se retrouve aussi dans notre raison d'être, qui est d'ouvrir les futurs pour libérer le présent. En tout cas, l'intention, c'est vraiment de dire que l'Institut des futurs souhaitables, on ne dit pas ce que devraient être des futurs souhaitables ou ce que ce ne serait pas, mais vraiment de donner les moyens à ceux qui le souhaitent de pouvoir construire leur futur souhaitable. C'est vraiment notre intention. Alors nous, on a 4 activités un peu plus concrètement. On a un organisme de formation. On est aussi, on a une activité qui est d'accompagner les organisations sur une diversité de sujets. On a aussi une partie qui relève plutôt d'événements grand public, qui est associée à notre activité d'intérêt général. Et puis, on fait aussi de la R&D et de la veille sur les enjeux de demain. Replacer peut-être cette conférence du jour dans ce cycle de prospective qui a commencé il y a déjà quelques mois. Pour rappel, ce cycle se sépare en 3 petits cycles thématiques. On a vu avant l'été un premier cycle sur la prospective, c'était une invitation à changer de regard, à faire un pas de côté sur les enjeux actuels. On est dans le deuxième cycle qui relève de l'innovation dans les territoires. Et aujourd'hui, c'est la conférence de clôture de ce deuxième cycle. Donc, on va accueillir Olivier Massico à ce sujet. Vous dire aussi qu'on a donc le 3e cycle qui commencera au prochain événement, qui sera sur le futur de la santé, qui courra jusqu'à fin décembre. Donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Olivier Massico, qui en fait coporte un projet qui s'appelle Territory Lab, donc il est cofondateur de ce projet-là, qui est aussi administrateur du projet BioVallée, qui fait partie des experts de l'Institut des futurs souhaitables. Et donc, le temps qu'on va passer ensemble va se diviser en 4 séquences. Donc, Olivier va faire une conférence d'une demi-heure.
On va ensuite faire venir sur scène Gabriel Jabikani, qui est directeur des opérations, de l'innovation et des investissements de la Banque des Territoires, pour mettre un peu en perspective, voilà, avec son métier et son regard, le sujet qu'on traite aujourd'hui. Ensuite, on va avoir un temps d'échange avec vous. Donc, on va prendre vos questions. Donc, notez-les dans le chat pendant la conférence pour y répondre. Et on terminera sur une note de poésie. Voilà. Donc, Olivier, je te propose de nous rejoindre. On est très heureux de t'accueillir. Et je te laisse la parole pour approfondir le sujet. Bonjour à tous. Donc Olivier Massico. Donc écoutez, je vais débuter cette présentation. Alors d'où je parle? Je parle tout à l'heure en fait. Delphine nous a expliqué que j'étais cofondateur d'un projet de recherche-action qui se nomme Territory Lab, dont l'Institut des Futurs Souhaitables est l'un des partenaires. Et en fait, il s'est trouvé que c'est une recherche-action-transmission. Voilà, c'est un mot un peu particulier sur la question de la bio-inspiration. Et initialement, cette recherche-action, elle a émergé d'un territoire qui est le bassin versant de la rivière Drôme, donc qui s'appelle la vallée de la Drôme, donc qui se trouve dans le département de la Drôme, qui est un des territoires pionniers en fait de la bio en France. Et l'idée en fait derrière ce projet, je vais en parler très rapidement parce que de toute façon on y reviendra, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que ce territoire de la vallée de la Drôme est si dynamique sur les questions de transition. Voilà, ça fait maintenant près de 30 ou 40 ans, même certains disent qu'il s'est mis sur un chemin de trajectoire en fait de la transition assez en avance par rapport à d'autres territoires. Et donc pour nous, l'idée c'était de se dire capitalisons en fait ce qui s'est passé sur ce territoire avec le pari de se dire que peut-être ce sera utile pour d'autres territoires. C'est pas la vérité en tant que telle, mais il y a quelques éléments qui pourraient être inspirants ou structurants pour d'autres territoires dans leur transition. Et donc du coup, on est parti sur cette question de bio-vallée, bio pour en grec la vie, donc quelque chose autour de la bio-inspiration et des stratégies culturelles sociétales inspirées du vivant. Donc ça, j'y reviendrai. C'est une question c'est en lien avec le biomimétisme. Et pour terminer sur le Territory Lab, un des postulats, c'était de se dire, quand on parle de transition, de toute manière, on parle d'une interrelation entre les individus, les organisations et les territoires. Et si le territoire est en bas sur ce logo, on voit bien l'ancrage voilà, de la plante en fait, qui vient prendre dans le sol, dans l'humus, c'est que l'idée, au fond, c'est de se dire, finalement, résilience et transition des individus et des organisations, sans territoire, ce n'est pas possible. Ou peut-être qu'en fait, il faut re-questionner l'ancrage au territoire. Donc c'est ça qui nous a, on va dire, enthousiasmé et mis en mouvement dans ce projet. Du coup, je vous parlais en fait de cette notion de bio-inspiration. C'est vrai que dans le Territory Lab, elle est un des enjeux. C'était très rapidement de se dire, en lien au biomimétisme, en lien avec Tariq Çekçak, qui est, je crois, qui est intervenu d'ailleurs dans ce cycle de conférences. Tariq, c'est un biomiméticien, voilà, une des références, on va dire, en France. Et c'était très rapidement de se dire, bah voilà, comment le vivant et ses principes viennent en fait nous parler aussi de nos développements actuels d'humains. Et il est vrai qu'on aime bien mettre en avant, surtout vis-à-vis de ce sujet sur lequel on est, c'est-à-dire les dynamiques collaboratives sur les territoires et dans les organisations en lien à la transition. Il y avait cette question de se dire, quand on parle de collaboration, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans le vivant, c'est un des principes fondateurs. Donc c'est pour ça que je vous ai mis une petite carte sur le côté, qui est misée sur la coopération et la symbiose. C'est une stratégie de la vie. Il y a aussi des effets de compétition, mais qui jouent à d'autres endroits. Mais on se rend compte en fait que tout ce qui est coopération et symbiose dans la nature sont plutôt axés, on va dire, sur des moments d'innovation, des moments en fait de solution et d'adaptation forte, on va dire, des écosystèmes. Voilà, donc c'était simplement pour mettre en perspective cette histoire de collaboratif, coopération CADR. Qu'est-ce que ça va vouloir bien dire quand en fait on l'applique sur les territoires et sur les organisations. Donc, j'avais envie de vous mettre un petit point d'ancrage, c'est-à-dire quand on parle de collaboratif sur les dynamiques territoriales dans les organisations, aujourd'hui, très souvent, revient la question de la gouvernance. Et il y a une très belle phrase, donc c'est pour ça que je vous ai mis gouvernance, organisation, territoire, même enjeu. Il y a une très belle phrase en fait de Pierre Calame, pour ceux qui le connaissent, la fondation Leopold Meyers pour le progrès de l'homme. C'est le premier objectif de la gouvernance, c'est d'apprendre à vivre ensemble et à gérer pacifiquement la maison commune, d'y assurer les conditions de la survie, de la paix, de l'épanouissement et de l'équilibre entre l'humanité et la biosphère. Voilà, j'aime bien en fait la poser comme telle parce que la gouvernance, on pourrait la penser dans un système uniquement politique ou managérial, et pourtant en fait, fondamentalement, elle vient toucher à un autre endroit qui est de gérer la maison de manière pacifique, voilà, d'amener la paix, on va dire, sur les territoires dans les organisations.
Si je vous pose ça, c'est que typiquement, l'enjeu est le même en fait pour une organisation, un territoire. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la transition vient impacter nos systèmes, et j'y reviendrai, et que d'une certaine manière, on essaie de trouver la bonne adaptation qui nous permette en fait de continuer notre histoire, quoi. Voilà, donc on va revenir en fait sur ces questions de gouvernance. Alors, les postulats, en me posant la question, en me disant, OK, aujourd'hui, on a la chance d'être là au Hub des territoires, cet espace, en fait, cette espèce de tiers-lieu structuré par la Banque des territoires au service d'une réflexion pour les territoires. Sur cette question des dynamiques collaboratives, je me suis dit, tiens, si on devait partir sur des postulats pour aujourd'hui, quels seraient-ils? Donc, en fait, je vous en ai positionné 3. Le premier, c'est que, globalement, quand on parle de transition et des transitions, on va y revenir, on se rend compte que ça implique nécessairement des mutations profondes de nos systèmes humains, voilà, et de leur gouvernance. Il y a quelque chose qui se passe en fait qui nous déséquilibre dans notre manière en fait de nous organiser jusqu'à présent. Donc ça, c'est le premier postulat. Le deuxième, c'est que finalement, il n'y a pas de transition réelle des organisations sans l'ancrage territorial. Alors des postulats, hein, je tiens à le dire, c'est des positions de réflexion, c'est pas des vérités en tant que telles. L'idée, c'est vraiment en fait d'essayer d'aller chercher, on va dire, sur ces points d'ancrage. Donc, pas de transition réelle des organisations sans l'ancrage territorial. Mon métier, c'est d'être un consultant sur les dynamiques collaboratives, un facilitateur pour certains, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, j'ai pu accompagner beaucoup d'entreprises ou d'associations sur en fait, leur transformation liée à la transition. Et le constat, c'est qu'il y a toujours un moment donné où l'engagement en fait, se perd, on va dire, dans les organisations. Et j'y reviendrai pour plusieurs thématiques. Mais il n'empêche qu'en fait, quand on a travaillé sur le Territory Lab, on s'est rendu compte que beaucoup d'organisations aujourd'hui, en fait, étaient assez hors sol. C'est-à-dire qu'elles n'avaient plus de lien au territoire. Voilà, donc on s'est dit, tiens, et si on allait re-questionner, en fait, pour les organisations, cette notion d'ancrage territorial? Et le troisième point, c'est une évolution de paradigme sur les dynamiques territoriales implique la création d'un nouveau paradigme d'organisation. Dire que si on doit avoir, en fait, des projets de transition territoriale nouveaux, peut-être qu'il manque en fait des organisations qui sont au service en fait de cette transition territoriale. Voilà, donc on est parti en fait, aujourd'hui je vais partir sur ces 3 postulats-là pour essayer de développer mon propos. Et pour ce faire, je vais partir du territoire sur lequel j'habite. Donc, vous l'avez deviné, c'est le bassin versant de la rivière Drôme, donc la vallée de la Drôme, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un territoire rural, fortement rural, qui a vécu une grosse déprise, comme beaucoup de territoires ruraux, il y a de cela à peu près 50 après-guerre en tout cas, qui s'est vidé en fait de ses populations, qui a vécu en fait des crises économiques fortes avec une industrie en fait qui a disparu. Et c'est un territoire rural en fait qui a su se réinventer. Donc aujourd'hui, le territoire de la vallée de la Drôme, c'est le bassin versant de la rivière Drôme, donc c'est une rivière qui coule sur 100 km. C'est à peu près 1640 km², c'est à peu près 50 000, c'est 55 000 aujourd'hui habitants. C'est un territoire qui est assez intéressant parce que il est structuré, on va dire de manière claire. C'est étant le bassin versant d'une rivière, il y a quelque chose d'un territoire qui est clairement établi, dont les limites en fait sont claires. Des fois, c'est plus difficile en fait sur certains territoires de comprendre où le territoire géographique commence en fait et se termine. Voilà, il y a 26% de terres cultivées sur le territoire, 55% en fait ce sont des forêts. C'est un territoire qui a près de 30% de ses terres arables qui sont en bio. Voilà, c'est un territoire rural assez classique somme toute. Et en fait, ce territoire, il a un découpage administratif assez simple, c'est qu'il y a 3 intercommunalités, je vous les ai posées là, donc Pays d'Ivoire, enfin en tout cas c'est la communauté de communes du Diois, la communauté de communes en fait Cœur de Drôme et la communauté de communes du Val de Drôme. Donc on a le bassin versant d'une rivière, c'est-à-dire un territoire géographique ou un écosystème clair et 3 structures administratives dessus. Donc moi, je vais vous parler, en fait, dans ces 3 postulats que je vous ai présentés, mon propos, ça va être à chaque fois d'aller prendre des points d'appui sur ce territoire, sur sa trajectoire de transition, pour essayer de venir étayer, soutenir, on va dire, mes propos. Tout en sachant, et je tiens à le redire, que autant les postulats, je vous ai dit que c'est juste des points d'appui, en fait, pour réfléchir, autant la vallée de la Drôme, c'est pas une solution en tant que telle. Voilà, c'est simplement des points d'aspiration qui peuvent aider à comprendre ou à réfléchir sur ce qui est en train de se passer pour nos territoires et nos organisations. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce petit territoire rural, en fait, a eu la chance d'être l'un des lauréats donc, de l'AMI Territoire d'innovation porté par la Banque des Territoires. Donc il y a de ça maintenant, je crois, 2-3 ans. Et donc du coup, on y reviendra dessus. Je prendrai appui aussi parce que c'est un des seuls territoires, finalement, en tout cas projet de territoire qui a eu en fait Territoire d'innovation, qui était lauréat de Territoire d'innovation, qui a fait sa proposition autour d'une association qui a fédéré
les acteurs locaux. Donc, il y a eu un travail, on va dire, collectif, collaboratif, en amont pour répondre à cet appel à projet. Et donc, du coup, le titre de cette réponse au territoire d'innovation, c'est la BioVallée, un écosystème rural précurseur et reproductible. Donc, on est bien sur un écosystème rural. La transition, source d'un développement économique durable et coopératif pour le bien-être et le bien-devenir en territoire rural. Encore une fois, le fait que ce soit un territoire rural ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du sens et des choses à trouver pour les territoires urbains à travers cette ruralité. De toute manière, il faut bien prendre en considération qu'aujourd'hui, les territoires ruraux sont interreliés fortement avec les territoires urbains, ne serait-ce que par l'alimentation. Et j'ai même envie de vous dire, aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin pour un territoire en fait comme la vallée de la Drôme, puisque nous, on a la chance d'avoir le TGV pas loin. Et donc, du coup, vous avez beaucoup de néos urbains qui viennent s'installer, on va dire, dans cette vallée et qui apportent une économie de la ville dans le territoire et qui ont toujours un lien en fait avec la ville. Voilà en tout cas pour de là où je vais parler, les postulats et le territoire qui va derrière et les projets qui vont derrière. Alors, un des premiers points dont j'avais envie de vous parler, c'est de la transition. Je trouve personnellement qu'en fait, on parle beaucoup de la transition, mais qu'on oublie, je trouve, voilà, un point fondamental, qui est que quand on parle de la transition, on parle de transition. Et ces dernières années, ou en tout cas, voilà, les 2-3 dernières années, il y a eu quand même en fait un mouvement sur cette question de transition. C'est si au début, on parlait de beaucoup de transition écologique, la crise des Gilets jaunes a amené cette dimension fin du mois, fin du monde, même combat. Donc, on est passé d'une transition écologique qui normalement est sociale aussi de manière intégrée, mais dont on avait oublié de dire qu'elle était sociale, à une transition écologique et sociale, et, 3 petits points, numérique. Et si je vous dis ça, c'est que souvent, en fait, les trois sont prises un peu indépendamment. Voilà, on ne les prend pas comme, en fait, le même mouvement. Or, on se rend bien compte que l'accélération de l'information par le numérique amène des interactions beaucoup plus fortes entre les humains et dans les systèmes humains, et donc sont fortement un des points d'origine, on va dire, du déséquilibre qu'on a dans nos organisations et dans nos territoires. Et donc, du coup, il y a ce propos de se dire, finalement, on passe d'une transition écologique et sociale et numérique à une transition qui est fondamentalement sociétale. Et ça apporte quoi? Ça apporte qu'on oublie souvent, finalement, que peut-être cette transition, c'est une nouvelle culture qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, un mouvement culturel plus qu'un mouvement technique ou technologique ou d'aménagement. C'est-à-dire que c'est pas tant, en fait, produire... Enfin, il y a de ça, hein, bien sûr, produire plus d'énergie renouvelable et autres, plus d'être sur des habitats en fait mieux isolés et autres, mais c'est aussi et beaucoup en fait de l'éducation derrière, de la pédagogie, du sens en fait à donner. Et du coup, c'est un peu, moi j'aime bien dire ça, c'est-à-dire qu'on a eu nos résistants, voilà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont créé en fait l'éducation populaire, pour ceux qui se souviennent, avec le Conseil national de la résistance. Mais peut-être qu'en fait on est en train, eux, donc on dynamisé cette histoire d'éducation populaire, peut-être qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle éducation populaire, mais liée à la transition. Voilà. Donc il y a ce propos-là que j'aimerais en fait poser, parce que ça vient jouer en fait la culture sur nos territoires et dans nos organisations. Et finalement, cette transition ou ces transitions, elles impliquent des mutations profondes des systèmes humains qui génèrent, on le voit aujourd'hui, des peurs, des replis, des communautarismes et 3 petits points, des créativités. Et ça, j'aime bien dans ce que vous disiez Delphine avant, c'est que il y a effectivement l'arbre qui tombe, on voit beaucoup en fait les peurs et les replis, et globalement on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de créativité derrière. Le Hub en est un là aujourd'hui, l'Institut des futurs souhaitables en a un, mais il y en a partout, porté par la société civile, porté par le privé, porté par les institutions. Voilà, donc du coup on se rend compte qu'il y a, il y a une tension là entre peur, repli et créativité. Donc mon propos c'était vraiment celui-là, on est face en fait à un mouvement culturel, à une réadaptation culturelle. Et on a des signaux là-dessus qui sont assez forts. Pour les organisations, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se positionnent en fait, et on l'a eu en fait avec la loi Pacte, sur la question des missions, des entreprises à mission. Donc, on commençait à se poser la question de se dire, oh, effectivement, en fait, on est dans le champ de l'économique, on est dans le champ de l'emploi, on est dans le champ en fait de l'entrepreneuriat. Et pourtant, on a peut-être oublié à un moment donné, alors que nos ADN étaient peut-être positionnés à ces endroits-là, notre mission dans le monde, à quoi on sert, quel est le sens de notre action, on va dire, dans le monde. Donc ça, c'est plutôt un signal assez fort et assez intéressant sur les organisations qui se remettent dans le champ de la société, plus que dans un champ, en fait, juste de leur développement. Par contre, il y a toujours, sur ce que sont les organisations,
une forme de hors-sol, c'est-à-dire qu'elles restent toujours en fait très loin, comme je disais tout à l'heure, du territoire, des territoires, de là où elles sont nées souvent. Il y a beaucoup d'organisations qui sont nées sur des territoires français, mais qui aujourd'hui travaillent avec le monde, achètent dans le monde. Donc vous avez des salariés qui se retrouvent en fait à vivre sur un territoire, ils vont travailler, mais en fait ils sont déconnectés de leur territoire comme ils travaillent. Donc en fait il y a une forme de dichotomie à cet endroit-là qui est portée par les organisations et pas dans un manque de commun. Bon, alors ça, on peut le discuter, mais fondamentalement, on se rend compte que quand on accompagne des transitions dans les organisations, un des gros enjeux, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y a un désengagement des salariés parce que, en fait, fondamentalement, le commun d'une organisation est aux mains de certains acteurs privés. Donc, si je donne en fait du temps et de l'énergie dans mon organisation, il y a un moment donné, je vais m'arrêter parce que je reste un salarié. Donc, je ne vais pas pouvoir aller dans un engagement plus loin. Donc, voilà, souvent, cet engagement, on le retrouve sur les territoires à travers les associations et autres. Donc, on se rend compte que nos organisations aujourd'hui, elles sont structurées et conditionnées en fait par leur forme, qui est pour beaucoup en fait née dans l'ère d'avant, l'ère industrielle d'une certaine manière. Et donc du coup, il y a des clés là, ou en tout cas il y a des points de blocage qui nous permettent pas de passer nécessairement dans cette transition, on va dire, de culture de la transition. Mais c'est pas irrémédiable. Hein. Voilà, c'est juste en fait des points de réflexion. Après, pour les citoyens, on voit bien qu'il y a des nouvelles formes d'expression qui arrivent. Qui débutent depuis un certain temps. Je repense à Nuit debout, je repense voilà, aux Gilets jaunes en fait, qui sont arrivés. Il y a la Convention citoyenne. Enfin, oui, on sent qu'en fait, il y a des points d'appui nouveaux, il y a des envies sur les territoires même en fait, d'associations qui se créent avec des tiers-lieux, voilà, des renchantements de lieux. Voilà. Une envie en fait, en tout cas, de participer en fait, à cette histoire qui est en train de bouger. Et on y reviendra. Par contre, on se rend compte qu'il y a un vrai décrochage politique. C'est-à-dire que les citoyens, pour certains, on le voit dans les élections avec l'abstention, il y a un manque de confiance, en tout cas il y a une défiance en fait envers les pouvoirs publics et le politique. Et donc du coup, j'ai envie de m'engager, mais l'endroit où je pouvais m'engager, en fait, je n'ai plus envie d'y aller. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait de ça? Et puis, le troisième, c'est pour les territoires. C'est très intéressant de voir que la crise du Covid, finalement, a amené quelques discussions dans le champ en fait, du débat sur les territoires sur la question de la subsidiarité. Parce qu'à quel point en fait, un territoire peut décider pour lui-même en fait, dans les décisions qu'il a à prendre en ce qui concerne la santé, on va dire, des citoyens et possiblement des écosystèmes de son territoire. Donc on sent qu'en fait, il y a eu un signal là sur une envie. Voilà, il y a eu des communes en fait qui ont aussi dit qu'elles voulaient en fait décider par elles-mêmes, tout en ayant en fait une vision en fait du national et en écoutant en fait ce que propose le national. Mais il y a une recherche là de se dire où est-ce qu'est le bon équilibre entre quelque chose qui est descendant et quelque chose qui pourrait être porté par nous depuis là où on est, c'est-à-dire au plus proche des enjeux du territoire, dans sa singularité. Et puis de l'autre côté, ce qu'on se rend compte sur les territoires, c'est qu'il y a une complexité des acteurs et il y a une baisse des ressources. Complexité des acteurs, c'est qu'on se rend compte que oui, en fait, on peut avoir envie en fait de collaborer et d'être au service de son territoire, mais on ne sait pas vraiment où. Et pour les intercos, pour les pouvoirs publics, c'est pas toujours simple parce qu'en fait, beaucoup de travail aussi, d'accueillir, on va dire, les demandes des citoyens, des entreprises ou des associations, de la société civile en général, dans en fait l'espace public politique. Voilà, donc du coup, il y a un endroit où il y a une complexité qu'on ne sait pas gérer sur le territoire. Voilà, on ne sait pas mettre en lien en fait nécessairement tous ces acteurs. On essaie, on y arrive en fait sur certains projets, mais quand il s'agit de culture, quand il s'agit de citoyenneté, quand il s'agit en fait de penser ensemble le territoire, c'est pas quelque chose d'évident. Et de l'autre côté, on voit bien que les territoires ont quelques baisses de ressources qui leur permettent plus en fait de prendre autant de temps qu'elles le souhaiteraient sur des sujets comme la culture ou comme rassembler ou comme une démarche comme la Convention citoyenne. Il y a plein de territoires qui ont cherché à en faire, mais ils se rendent bien compte en fait qu'il y a une économie derrière qui est pas simple et donc du coup qu'il faut trouver les ressources en fait pour pouvoir les faire. Voilà en fait pour mes signaux. Pof, donc du coup, des mutations souhaitables, j'allais un peu plus vite. On a un véritable changement de posture qui est en train de s'affirmer. Je vous ai mis ça, c'est assez rapide. Et ce véritable changement de posture, il est axé sur des nouvelles collaborations. Mais le tout, c'est pas de dire des nouvelles collaborations, c'est de ne pas oublier qu'on n'a pas forcément appris à collaborer dans notre histoire en fait. À l'école, en fait, c'est pas vraiment un propos qu'on met en avant. Donc, on se retrouve face à quelque chose on se rend bien compte que pour répondre à la complexité du monde dans lequel on est, l'intelligence collective est quelque chose d'intéressant. Sauf que pour ça, il faut apprendre en fait à travailler en intelligence collective. Donc, il y a des changements de posture en fait à avoir, et on se rend bien compte que les changements de posture, c'est comme un iceberg. C'est que ce qui est visible, voilà, c'est assez facile. Donc, on va être dans les symptômes, mode de vie, comportement, mode de production, c'est-à-dire les événements crises, tout ce qui nous arrive, en fait, on arrive à le voir. Mais par contre, pour aller à la source du changement individuel et collectif, il y a un vrai travail de fond à faire et il y a un vrai enjeu de patience et de pédagogie et d'apprentissage.
Ce qui est intéressant, moi, j'ai envie du coup d'aller faire un point d'appui, on va dire, sur le TIGA, pour se dire, collaborer. Comment ça s'est passé, on va dire, pour le TIGA? Et ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie coopération entre 3 collectivités. Donc, elles ont réussi à se mettre en chemin ensemble, mais elles ont une histoire en fait bien avant qui leur a permis d'apprendre en fait à coopérer. Et je vais y revenir sur la trajectoire en fait de BioValley, sur comment ils ont appris à coopérer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette coopération entre collectivités, elle s'est faite, on va dire, dans le temps et dans quelque chose qui était au service de leur territoire, dans un commun qui initialement était la rivière et qui là s'est transformé en fait à travers le territoire d'innovation. Mais pour ce faire, elles ont eu besoin en fait d'un tiers-lieu, d'un tiers en fait qui prenait soin en fait de leur coopération. Et donc du coup, leur coopération s'est structurée dans cet espace de médiation qui est l'association BioValley et du coup qui s'est mis en fait à piloter la manière dont ils ont travaillé ensemble. Donc bien sûr, ils avaient cette envie dans leur posture en fait de coopérer, mais ils ont eu besoin d'un tiers en fait pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est intéressant. Coopérer, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. Il y a un cadre en fait à avoir. Et il y a sans doute des médiations pour arriver en fait à faire chacun arriver à la solution commune. Des mutations souhaitables quand on pense en fait à la transition, c'est vraiment en fait un enjeu qui est passer du développement durable à des systèmes régénératifs. Et le territoire d'innovation en fait BioValley a cherché à travailler ça. C'est-à-dire de se dire, en fait, le développement durable, c'était très intéressant, le rapport Brundtland, 92, Rio et autres. Il y avait quelque chose dans une conscience qui se disait, il y a une transition qui est en train d'arriver, mais on était en amont. Il y a des crises qui vont arriver, mais on était en amont. Il faut qu'on arrête d'impacter les écosystèmes. Il faut qu'on arrête d'impacter les humains par ce qu'on fait aux écosystèmes. Mais c'était quelque chose de l'ordre d'une neutralité. Arrêtons d'impacter et essayons en fait de continuons à se développer d'une certaine manière. Et là, aujourd'hui, en fait, avec l'approche du biomimétisme et tout ça, on se rend compte que beaucoup d'écosystèmes sont plutôt sur du régénératif, c'est-à-dire d'aller au-delà, de ne plus impacter, mais juste de créer des projets, des dynamiques qui permettent en fait de continuer à recréer de la vie. Donc permettent à régénérer en fait les écosystèmes naturels, permettent à régénérer les écosystèmes humains ou les systèmes humains, c'est-à-dire la cohésion par exemple sur les territoires. Un territoire comme la vallée de la Drôme aujourd'hui est tellement attirant sur les questions, on va dire, de transition, que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un territoire rural qui a une démographie positive. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de néos, en fait, qui arrivent aussi en partie, parce qu'ils sont atterrés par la culture transition de la vallée de la Drôme. Par contre, en fait, ils arrivent avec une énergie qui est celle de la ville, qui n'est pas celle d'un territoire rural, donc ils ont tendance, en fait, à créer des stress sociaux sur le territoire, au niveau de l'immobilier, parce qu'ils arrivent avec un pouvoir d'achat plus élevé, au niveau du social, parce qu'ils arrivent avec des enfants et le territoire n'est pas préparé, il n'y a pas forcément les ressources pour accueillir tout ça, et au niveau politique, parce que très rapidement, ils ont envie d'impacter la politique locale. Donc, ils créent des collectifs citoyens qui sont très intéressants en tant que tels, mais qui viennent attaquer les caciques, on va dire, locales, ou en tout cas la structuration politique locale, qui a un ancrage, qui a une réalité, qui a une histoire, qui a une mémoire. Et donc, du coup, voilà, on se rend compte que il y a quelque chose à cet endroit-là d'essayer de réparer même dans les systèmes sociaux, c'est-à-dire entre humains. Donc il y a quelque chose à régénérer dans le lien. Et l'autre point, c'est passer de la gestion à de l'aménagement, à de la discipline, donc passer de la gestion, on va dire, du territoire à de l'aménagement, à une logique de lien et de ménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on a encore besoin de l'aménagement très clairement, mais peut-être qu'en fait, il y a une petite évolution là qui se positionne sur l'aménagement, qui amène sur cette dimension de ménager, prendre soin d'eux, créer du lien, être dans du discernement, être dans l'intelligence plus que possiblement en fait dans la structure du territoire. Et là, ça va me permettre de vous parler du bassin versant du projet BioValley sur comment il s'est régénéré, suivant nous, quelques points d'accroche. Ce qui est très intéressant, c'est que, bon, je vous l'ai dit, c'était un territoire qui était en pure déprise, économique, sociale, forte, et qui s'est vu arriver, en fait, dans les années 60-70, l'arrivée de 68 arts qui sont venus se positionner avec un retour à la terre, avec une envie de devenir, d'aller vers des territoires plus ruraux. Il y en a certains qui sont devenus professeurs, d'autres qui sont devenus agriculteurs. Et ces nouveaux arrivants, en fait, ont vraiment apporté une nouvelle énergie, ont apporté de la diversité sur le territoire. Et cette diversité, en fait, elle a permis des nouvelles alliances avec les natifs, et particulièrement autour de la terre. Et du coup, le premier travail de régénération de la vallée de la Drôme, ça a été le développement de l'agriculture biologique. C'est-à-dire que ça a été une régénération des sols. Ce qui n'est pas anodin quand on pense à Maslow, la pyramide de Maslow, un des premiers besoins en fait de l'humanité, en fait, c'est se nourrir, enfin respirer, se nourrir, boire, du coup, qui va avec. Et donc, du coup, on est arrivé très rapidement à cette histoire de restructurer, recréer des sols vivants. Et puis derrière ça, en fait,
cette première dynamique, elle en a généré une autre qui a été en fait le réensauvagement d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, un travail autour de la rivière Drôme qui, à l'époque, les travaux sur les rivières, c'était plutôt axé sur la dimension rivière touristique. C'était le tourisme qui était en vogue. Et donc, du coup, par exemple, l'Ardèche, de l'autre côté, était une rivière qui était plutôt aménagée pour le tourisme. Et eux, ils ont fait le choix de se dire, eh ben, en fait, on va faire de la rivière Drôme une rivière naturelle, une des dernières rivières sauvages de France, à tel point qu'il y a eu un prix international. Et finalement, ils ont régénéré en fait la rivière qui était polluée à 90% non baignable vers une rivière qui est baignable à 100% aujourd'hui et qui est magnifique. Donc, ils sont passés de la régénération de la terre à la régénération de la rivière, ce qui a permis des nouvelles alliances parce que pour travailler sur une rivière, l'aval et l'amont sont obligés de travailler ensemble. Et ça, en fait, par la suite, il y a une troisième régénération forte qui s'est structurée, qui a été la connexion, c'est-à-dire la connexion de ce territoire rural avec le reste du monde. Donc, il y a eu l'arrivée du train, déjà, le TER en fait qui est arrivé dans cette vallée, donc le Paris-Briançon. Il y a eu le TGV avec la gare de Valence TGV qui a apporté un boost, et aujourd'hui en fait il y a la fibre. Donc on voit bien que c'est ce système de régénération qui a fait passer la vallée de la Drôme au projet BioVallée, donc qui lui a fait passer d'un territoire en déprise à un territoire qui cible et qui mise sur la vie et sur le vivant, bios pour la vie. C'est arrivé par différents endroits, le sol, l'eau et en même temps la connexion avec de la diversité. Des mutations souhaitables, je continue en fait, il y a cette transition. Je vous ai mis en fait ce logo de la Convention citoyenne pour le climat, c'est de se dire qu'on sent vraiment qu'il y a une montée en puissance de plusieurs catégories d'acteurs sur le terrain de l'action publique et que c'est incontournable. On observe sur certains territoires qu'il y a des collectifs citoyens qui se structurent et qui, comme ils ne savent pas en fait vis-à-vis du politique local comment participer, ils inventent leur nouvelle forme de participation. Sauf que ce qui est un peu terrible, c'est que souvent quand ils les inventent en réaction en fait au système en place, sans nécessairement prendre soin et s'intéresser à ce qui se passe, on va dire, dans les systèmes en place. Exemple très concret, il y a le syndicat mixte de la rivière Drôme, qui est un des premiers syndicats mixtes en fait de France, le SMRD, qui fait un travail assez exceptionnel sur la rivière, qui a ses propres instances en fait politiques et qui est une structure qui fait de l'aménagement de la rivière et de l'eau, voilà, mais qui cherche aussi à communiquer, mais qui a une grande difficulté de pédagogie, donc il y a une grande difficulté à expliquer sereinement en fait ce qu'il fait, et donc vous avez des acteurs qui ne comprennent pas ce qui est fait, et donc du coup qui vont avoir tendance à décrier parce qu'ils ont l'impression qu'il ne se passe rien. Donc ça c'est un premier constat, mais l'autre constat c'est aussi peut-être que ces instances d'aménagement, elles n'ont pas le rôle en fait que de jouer des instances de pédagogie et de médiation en fait culturelle sur le territoire. Donc peut-être que aussi cette création de nouvelles instances ou de nouvelles formes en fait de participation sur les territoires, elles ne sont pas là pour dire que celles qui existent sont mauvaises, mais plutôt pour dire qu'il y a besoin d'en créer des nouvelles qui auront un nouveau rôle. Donc ça, c'est vers de nouvelles manières de s'impliquer et d'habiter. Et du coup, il y a 4 points qui me semblent intéressants de vous transmettre à cet endroit-là. Il y a vraiment donné à comprendre ce qui se passe, on va dire, dans les organisations aujourd'hui en termes de transition, en fait, en termes de transformation. Et pour cela, il y a besoin de communication et de pédagogie. Ça peut paraître gros, mais on voit qu'il y a des communications institutionnelles aujourd'hui dans les organisations et sur les territoires qui sont certes intéressantes, mais qui sont plus suffisantes. Il y a des nouveaux formats en fait à inventer. Et communiquer, c'est une chose, c'est-à-dire on passe de l'information, on informe, mais la pédagogie en fait est un enjeu fondamental pour demain. Parce que la pédagogie veut dire une adaptation des communications aux différents publics. Et ça, aujourd'hui, en fait, on n'a pas le temps de le faire. Après, il y a un autre point, c'est passer de la concertation des acteurs à la co-construction des politiques publiques. Le territoire d'innovation est très intéressant dans ce qu'il a offert, on va dire, à des territoires, dont 24 en France. Par contre, allez, si je pouvais me permettre un petit point critique, on va dire, mais voilà, c'est pour qu'il y ait de l'amélioration, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, ces systèmes de grands appels à projets sont certes très intéressants, mais sont souvent comme très descendants, très rapides à mettre en place. Il y a un temps court, il y a une urgence en fait, qui est complexe en fait à gérer quand on parle de co-construction. La co-construction demande de la confiance, et pour qu'il y ait de la confiance, en fait, il faut pouvoir la structurer, donc il faut un peu de temps. Donc pour que des territoires ou des organisations arrivent à co-construire leurs projets, il faut du temps. Et donc souvent, quand il y a des appels à projets, des AMI et autres, qui sont super intéressantes, parce que d'une certaine manière, elles sont pensées en fait avec ces clés, il n'empêche qu'il y a un enjeu derrière qui est comment on arrive à trouver un temps équilibré entre celui de l'institution et celui du territoire. Vous voyez ? Voilà, donc du coup, la co-construction, ce n'est pas la même chose que la concertation. Ça demande en fait une autre intelligence.
Créer des ponts entre les différents rôles. Si on regarde les territoires aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est intéressant, c'est que peut-être les collectivités, elles ont un rôle qui est vraiment dans l'aménagement du territoire, c'est-à-dire structurer les flux, structurer en fait l'aménagement au service en fait des citoyens, dans le cadre en fait des orientations de l'État, des instances en fait institutionnelles. Mais on se rend compte que les entreprises ont un rôle en fait sur le territoire, celui de pourvoyeur d'emploi, mais aussi d'économie. On se rend compte que les associations ont un rôle particulier, celui en fait du lien social, de la création de liens sociaux. Et on se rend compte que la société civile et les citoyens ont un rôle qui est donné du feedback en fait sur comment on vit le territoire. Et si ces différents acteurs et ces différents rôles ne se rencontrent pas, on est toujours en fait dans une construction du territoire depuis des points de vue et pas depuis une transversalité de points de vue. Et le quatrième point, c'est prendre soin de la qualité de processus. Ouais, pour co-construire, il faut du processus. Pour qu'il y ait du processus, il faut qu'on sache déjà ce qu'est un processus, on va dire, d'intelligence collective ou de collaboration. Et pour ce faire, peut-être qu'en fait, il faut des compétences et des structures qui prennent soin en fait de ce processus. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas si évident que ça, en fait. Qui prend soin vraiment en fait de la coopération, soit dans les organisations, soit sur les territoires. Alors, vous avez des consultants, c'est super, en fait, hein, ça nous permet, nous, de trouver du travail et autres, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être une évolution à avoir pour que ces compétences et ces capacités, en fait, atterrissent dans nos organisations et sur nos territoires. J'ai bientôt fini. Et du coup, on voit émerger, en fait, une forme de fabrique des territoires. Alors, c'est un mot repris aussi sur des appels à projets, on va dire, d'État, qui a peut-être une évolution de la gouvernance des territoires qui est en train d'arriver, qui est au service de l'évolution de la gouvernance, en fait, des organisations type entreprises et autres. Et qu'il y a un nouveau rôle qui émerge au service du processus, dont sa raison d'être est de créer les conditions du lien et de la collaboration sur le territoire. Et peut-être qu'en fait, ces nouvelles organisations qui sont en train de naître, naturellement, qui ne sont pas en compétition en fait avec la gouvernance territoriale établie, mais plutôt dans un complément, elles pourraient avoir un ADN au service du projet territoire et du lien territorial. C'est-à-dire qu'elles devraient être posées sur on prend soin et on s'assure que les entreprises parlent avec les pouvoirs publics, non pas que sur de l'aménagement, mais aussi sur du ménagement, c'est-à-dire aussi sur des dimensions culturelles, aussi sur des dimensions en fait de projet. Les entreprises ont un mode projet qui peut être intéressant sur un territoire. C'est pas juste en fait comment elles s'implantent ou elles implantent en fait un entrepôt ou autre sur le territoire. C'est aussi comment en fait elles habitent ce territoire-là. Voilà, donc il y a cette histoire d'un ADN au service du lien. Il y a un enjeu d'équivalence entre les parties prenantes, véritable médiation, c'est-à-dire que ces nouvelles organisations pourraient être là pour rappeler qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir entre les collectivités, les associations et tout ça. C'est pas une bonne chose, ça. Il y a vraiment un enjeu d'équivalence sur des rôles en fait qui sont tous nécessaires sur le territoire. Donc travailler l'équivalence au service du projet. Donc, je ne sais pas si je suis très clair. Je pourrais revenir dans les questions. Je dépasse un peu. Ça va? Ok. Et un troisième point qui est la communication, la facilitation, la pédagogie et l'animation comme métier. Voilà, c'est des structures qui devraient avoir ce métier-là. Par contre, il y a une vraie question en fait pour ces structures-là, c'est quel modèle économique? Quel modèle économique des communs aujourd'hui? Quel modèle économique pour des structures qui gèrent, animent, facilitent le lien? Pas évident en fait comme réponse aujourd'hui. Voilà, et donc du coup, je vais vous parler de l'association BioVallée pour atterrir. L'association BioVallée, finalement, c'est sans doute une forme de prototype de ces nouvelles organisations qui se posent sur les territoires. C'est une association loi de 1901, tout à fait classique. Par contre, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que c'est un autre nid, un espèce d'objet territorial non identifié, qui est composé de 4 collèges. Donc vous avez un collège collectivité, donc dans lequel on retrouve des communes et des intercos. Vous avez un collège entreprise, vous avez un collège association et vous avez un collège habitant. Et tous siègent de manière équivalente au CA, c'est-à-dire qu'il y a à peu près le même nombre en fait, de places dans le conseil d'administration. Et donc, ça oblige en fait à des discussions et des équivalences fortes sur les arbitrages qu'il y a à faire en fait, sur le projet de territoire BioVallée. Et puis, c'est comme un tiers-lieu territorial collaboratif, mais pas ancré, c'est-à-dire nécessairement dans un lieu, plutôt un tiers-lieu organisationnel. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, on peut se dire des choses, on peut parler des tensions qu'il y a sur le territoire. Enfin, en tout cas, on essaie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand, en fait, on peut parler des tensions, ça nous évite de rentrer dans les conflits. Et donc, du coup, il y a quelques projets, en fait, qui ont pu être désamorcés, on va dire, sur ce territoire. Pas tous, hein. Là, il y en a quelques-uns de nouveaux qui arrivent, qui sont un peu complexes, on pourra en parler. Mais il y a quelque chose qui joue à cet endroit-là. Et donc, voilà, je voulais terminer là-dessus, c'est que c'est un vrai prototype d'instance de gouvernance de la transition du bassin versant de la rivière Drôme. Et on verra peut-être avec
Gabriel, qu'il y a d'autres territoires aussi qui commencent à constituer ce type en fait, de nouvelle organisation au service de la transition de leur territoire dans d'autres réponses et candidats du territoire d'innovation. Voilà, et ma super clôture de clôture, c'était de se dire que je vous parlais au début que la transition était sans doute une nouvelle culture qui se mettait en place et qu'il y avait une vraie éducation populaire de la transition à structurer. Et on se rend compte aujourd'hui que peut-être dans la crise du Covid, là où il y a eu aussi un point de tension en fait pour les acteurs de la culture, peut-être qu'on est vers une nouvelle médiation culturelle des politiques publiques. C'est-à-dire peut-être que la culture en tant que telle va reprendre en fait, ou pourrait reprendre un nouveau rôle pour créer des imaginaires autour en fait des politiques publiques et repermettre en fait une médiation entre les acteurs, non pas uniquement axés sur des projets d'aménagement, c'est-à-dire des projets structurels, mais aussi sur des projets de lien entre les individus avec les écosystèmes, c'est-à-dire avec les autres qu'humains, c'est-à-dire le vivant dans sa globalité sur les territoires. Voilà, je vous remercie en fait de votre écoute. Merci beaucoup Olivier, merci pour cette présentation. Gabriel, je vous invite à nous rejoindre, on va rester tous les trois ici pour voilà, donc 10 minutes en tout cas. Gabriel, c'est un peu court, mais nous ce qui nous intéresse c'est peut-être vis-à-vis de votre poste que vous occupez, donc à la direction de l'innovation, des opérations et de l'investissement. Quel regard vous portez sur les sujets qu'a abordé Olivier, vous qui avez un petit peu une prise de hauteur, on va dire, d'ensemble. Bonjour à tous, merci Delphine et merci au Hub de nous accueillir et puis surtout merci à Olivier là, pour cette présentation qui brosse beaucoup de sujets. Alors je vais même essayer de faire un peu moins de 10 minutes parce que j'ai plein de questions aussi, d'écho et j'aimerais bien entendre Olivier réagir. Il y a un mot que tu as employé, je crois, une seule fois, explicitement, mais qui est en fait qui est un concept qui émaille toute ta présentation, c'est la notion d'histoire. On vit dans une société qui a cru, il n'y a pas si longtemps, que l'histoire était terminée après-guerre. Ça, c'est ce que commençaient à dire certains historiens, certains économistes. J'ai la conviction profonde que les territoires et l'histoire justement du territoire de la Drôme montrent que quand on est proche du terrain, l'histoire ne s'est jamais arrêtée. Tu l'as cité, hein, le territoire de la Drôme provençale a eu une longue histoire de déprise économique après-guerre, avec un recul de ses métiers historiques qui étaient très tournés sur la ruralité et l'industrie de la terre. Ça a été un processus très lent et qui a été perçu comme inexorable. Et aujourd'hui, le projet de territoire BioVallée, il est précisément là pour renverser la vapeur, avec une conviction finalement assez nouvelle, qui est que l'histoire ne s'est jamais arrêtée. En revanche, on reprend conscience depuis pas si longtemps, collectivement, qu'on a la main potentiellement sur l'histoire. Tu as pas mal parlé de transition, et je raccroche cette notion de transition à la notion d'histoire. Aujourd'hui, on parle de développement durable, de régénération. Cette notion de développement durable, on voit qu'elle est en train de donner un nouveau sens à l'histoire, précisément. Après une vraie crise de sens pendant très très longtemps, hein, si on se renvoie avant-guerre, on peut dire, alors je caricature, je ne sais pas s'il y a des historiens dans l'auditoire, mais il y a eu le sens technique, le sens de la croissance industrielle qui a animé en gros l'histoire mondiale de la moitié du XVIIIe siècle, beaucoup du XIXe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle. Il y a eu la période d'après-guerre où on était encore en fait dans cette logique de la croissance économique, etc. Et puis toute la déprime derrière, où on a dit le sujet de la paix dans le monde n'est plus un problème. On a vite été rattrapé par cette conviction. Que la croissance économique, la croissance technique, on avait fait le tour. Et ça aussi, on a vite été rattrapé parce que les problèmes étant là, on s'est remis très très vite à essayer de trouver des solutions dans la technique. Et puis, on retrouve du sens, mais avec beaucoup d'interrogations sur les gouvernances et finalement quelque chose qui est assez simple, qui est le vivre ensemble. La problématique est assez simple. En revanche, ce qui s'est passé dans les 70 dernières années, et même de manière un peu plus ancienne, c'est le phénomène de mondialisation. Et que
Si on se met 3-4 siècles en arrière, le territoire de la Drôme, c'était l'alpha et l'oméga de ses habitants. Et le monde s'arrêtait aux frontières du bassin versant de la rivière Drôme. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Et que la grande différence qu'on a maintenant par rapport à l'histoire un peu plus ancienne, c'est précisément celle-là. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on construit, nos projets ils n'ont pas le choix, ils doivent s'inscrire dans une perspective qui est un vrai millefeuille géographique par essence. Mon territoire, ma ville, mon territoire de la Drôme, ma région, mon pays, mon Europe en l'occurrence, et puis mon monde. Et que ce degré de complexité qui est venu en même temps que la complexité technique que je citais, celui-là, il reste très très difficile à appréhender. Et quand on voit que les citoyens essaient de reprendre la main, et je veux bien que dans tes réactions, tu nous dises que le modèle associatif véhicule par rapport à d'autres possibilités de gouvernance. Le modèle associatif, il vient traditionnellement avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire, une place pour toutes les voix, indépendamment du poids économique, et des notions de solidarité, des notions de détachement par rapport aux enjeux purement économiques, justement, et une vraie notion de consensus dans la gouvernance. Je fais une petite parenthèse. On a au sein du programme Territoire d'innovation, donc tu l'as cité rapidement, programme Territoire d'innovation, lancé en 2018, lauréat annoncé en 2019. Alors oui, on était dans une logique d'appel à manifestation d'intérêt, d'appel à projet derrière, avec un certain phénomène d'urgence, beaucoup de travail, des déçus aussi. Il y avait 48 candidatures, seulement 24 ont été retenues. Il y a eu quand même une période de quasi 18 mois de maturation des projets de territoire. On peut dire que c'est pas assez, mais à la Banque des Territoires, on garde la conviction profonde qu'il faut réussir à avancer et que les réalités territoriales sont aussi dans le concret et dans la capacité à sortir les projets. L'ADN de la Banque des Territoires, c'est l'accompagnement des projets territoriaux. Et on a un côté un peu terroir là-dedans. On dit, c'est très bien de faire du papier, de raconter des belles histoires, mais il faut les déployer. Il faut vraiment du concret. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment dans ces logiques d'appel à projet, on dit qu'assez rapidement, il faut mettre un point d'arrêt, malgré les imperfections du dossier, malgré les problématiques de gouvernance, d'incohérence parfois, parfois faiblesse de la viabilité économique, parce que c'est une réalité aussi d'avoir des projets qui tiennent la route. On dit on avance quand même, on croit ce projet, donc on va commencer à le construire, même si tout n'est pas encore parfait et même si l'encre n'est pas encore sèche tout le temps. Sur nos 24 lauréats, on a plein de thématiques, tout en lien avec les transitions, le développement durable, et tout avec la conviction profonde que tu as très bien présentée, que un projet territorial doit avoir adressé une vision un peu globale, l'ensemble des parties prenantes, les citoyens, les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs associatifs, des projets très industriels et puis des projets d'expérimentation sociétale qui ne sont pas en lien direct, en tout cas, avec l'activité économique. On a des thématiques très variées. Je voudrais citer un pour commencer, qui est le projet Habiter le futur, construire au futur. Je ne suis pas sûr de l'ordre des mots, excusez-moi, porté par le Conseil régional d'Île-de-France. On est en Île-de-France, la zone capitale du pays, sur des thématiques très urbaines, l'habitat, la construction, le BTP. On est un peu loin des problématiques quotidiennes du territoire de la Drôme provençale. C'est, sur les 24 lauréats, le second qui s'est constitué en association. Et j'aimerais bien t'entendre quelle résonance ça donne dans ta vision au projet de Drôme provençale. Et finalement, je vais largement élargir la question. Qu'est-ce que un projet comme BioVallée, très axé sur la ruralité, dans un territoire très rural et qui en est fier, qui le revendique ou qui reconstruit sa fierté de territoire rural, qu'est-ce qu'un tel territoire peut apprendre au territoire métropolitain et très urbain? Ça, c'est une première question, je la garde.
On a dans Territoire d'innovation, aujourd'hui, donc le programme, il a 2 ans. Enfin, il avait été lancé il y a 3 ans, mais il est concret depuis 2 ans. On commence à avoir un peu de recul, pas beaucoup. En gros, j'ai dit, on s'échine à déployer les projets et à s'assurer que les lauréats, à les accompagner pour que les projets deviennent concrets. Alors, on peut en citer un ou deux projets sur le territoire de la Drôme provençale. La mise en place de la gouvernance, elle a pris du temps sur BioVallée. C'est très et on voit le caractère bac à sable expérimental de ce modèle associatif. Ça a pris du temps. Mais on a quand même des projets qui commencent à apparaître malgré tout, grâce à cette gouvernance. On peut peut-être citer un qui est financé en territoire d'innovation, une partie d'accompagnement financier en subvention, et puis une partie en investissement, avec le pari qu'avec de l'argent public, c'est l'argent du PIA, on peut aussi, en investissement, dans une logique d'investisseur avisé, c'est-à-dire qu'on prend des participations au nom de l'État dans des sociétés, et dans des entreprises ou des sociétés de projet, que là aussi, l'argent public peut faire effet de levier et accompagner les transitions territoriales. Un exemple, c'est le Fab Unit au sein du 8 Fab Lab. Donc là, on est sur un exemple. Donc c'est une micro-usine qui produit alors soit des prototypes, mais surtout des petites séries à partir de ressources locales et de ressources de déchets. Donc on est vraiment à fond sur la vision de l'économie circulaire en local. Et puis un autre projet qu'on peut citer là où on a l'ambition d'intervenir en investissement, c'est pas encore fait. Il y a un projet de coopérative locale sur les énergies renouvelables, puisque un des volets importants du projet BioVallée, c'est la maîtrise des énergies, à la fois durables, renouvelables et locales. On en a d'autres. Donc notre première priorité, ce sont les projets. La seconde, c'est l'évaluation. Très important. Les politiques publiques en France ont une culture variée, réelle, mais très variée, avec beaucoup d'hétérogénéité sur l'évaluation des programmes. Aujourd'hui, on commence, voilà, un programme qui a passé son 2e anniversaire. On commence à regarder un peu dans le rétroviseur, à se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on a réussi à délivrer, ou qu'est-ce qu'on a réussi à cranter, qui nous permet, sur des critères objectifs aussi, et quantifiés aussi, de mesurer l'impact du programme sur le territoire. Qu'est-ce qu'il y a de transformant? Et je veux bien t'entendre réagir aussi sur ce point au niveau de BioVallée, avec une vision en tant que pilote du programme, territoire d'innovation, qui va faire écho à mon 3e point, qui est la notion d'essaimage. On est sur de l'expérimentation, mais l'expérimentation ne sert à rien si on ne se donne pas les moyens de tirer des retours d'expérience et de dire ce que sont les mauvaises idées, ça arrive, on aura des échecs, et d'en tirer les leçons. Et puis sur ce qui marche bien, de réussir à l'élargir et à le partager avec les autres. Alors il y a une partie importante de notre travail d'opérateur de programme en ce moment qui consiste à mettre les 24 lauréats TIGA ou les projets à l'intérieur des lauréats en réseau entre eux et d'aller chercher justement les résonances entre les différents programmes. Il y en a plein en lien avec BioVallée. Alors et puis d'ailleurs, on en a évoqué des nouvelles dans notre échange juste avant le webinaire, auquel je n'avais pas pensé en préparant cette intervention. Il y a Valence Roman, lauréat autour de la notion de start-up de territoire, qui n'est pas loin du tout de la vallée de la Drôme. Il y a un projet autour du développement industriel et du renouveau industriel porté par les métropoles Lyon-Saint-Étienne. On n'est pas loin non plus, on est toujours en Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, vous voyez, on est sur le triangle, alors on disait en souriant, le triangle des Bermudes. Comment on fait pour rattacher ces 3 aspects très importants du développement économique et qui aujourd'hui ont encore beaucoup de mal à se parler dans notre pays, que sont la ruralité, essentielle, c'est ce qui nous nourrit tous les jours, et ce qui est notre histoire et notre ancrage territorial à tous en tant que nation. L'industrie, qui nous a beaucoup porté économiquement en tant que territoire au pluriel et en tant que pays
et qui est aussi un secteur qui a vécu une profonde et continue à vivre une profonde crise depuis l'après-guerre. Et puis les startups qui sont un véhicule d'innovation, de développement technologique et dont on a constaté à la Banque des Territoires avec beaucoup de plaisir et un petit peu de malice que le gouvernement, dans ses annonces récentes et notamment au titre de la vision France 2030, était en train d'opérer cette grande jonction entre ce qui s'appelle dans les programmes publics la French Tech autour de l'innovation, le digital, pousser les licornes de services digitaux, et puis la French Fab, le renouveau précisément des industries. Et le fait de réussir à faire parler ces trois pôles est essentiel. Où sont les territoires de convergence, les partages. Il pourrait y avoir plein d'autres idées. On est en train d'essayer d'organiser un club des lauréats autour des thématiques de l'agroécologie et de l'alimentaire. Il y en a plusieurs parmi les 24. On pourrait citer Cœur d'Essonne, autour de l'Essonne, un grand territoire céréalier notamment. On pourrait citer Vitirève en Nouvelle-Aquitaine, autour de la transition imposée à nouveau, à la viticulture et la viniculture. Voilà, cette notion d'essaimage, je suis intéressé à t'entendre réagir là-dessus et comment BioVallée aujourd'hui, dans sa structure et dans sa philosophie, s'inscrit comme porteur de ces leçons pour aujourd'hui et puis surtout pour demain dans les écosystèmes. Eh bien, Gabriel, merci. Je me permets de peut-être laisser cet espace. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et il y a des questions qui se posent et j'espère qu'Olivier, on pourra y répondre. Peut-être Marie venir avec nous parce qu'on va avoir 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir aussi prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, posez-les dans le chat. Marie, peut-être qu'on peut commencer par voir s'il y en a certaines et puis... On en a quelques-unes. Donc, la première, hormis la vallée de la Drôme, quels autres territoires en France ou en Europe sont en mutation? Quelle réalité aujourd'hui à ce modèle? Donc, je vous laisse. Olivier. Je vais donner une réponse simple et puis je vais laisser Olivier développer. Tous les territoires aujourd'hui en France et en Europe sont confrontés à des transitions. On a tous en tête. Alors, je parlais de la vision positive, le développement durable. Je vais quand même citer la vision anglais un peu négativement, qui est l'enjeu du changement climatique. J'enfonce une porte ouverte en disant ça. Mais aujourd'hui, 100% des territoires sont confrontés à des défis majeurs qui imposent des transitions. Ça ne prend pas la même forme partout. Un territoire très rural dans la Drôme n'est pas confronté aux mêmes enjeux qu'un territoire littoral qu'on trouvera par exemple sur la côte atlantique en France. Les conséquences ne prennent pas la même forme pratique, mais les enjeux sont les mêmes. Comment on ralentit ça? Comment on s'y adapte? Je parlais de sens tout à l'heure. Aujourd'hui, et on voit malgré tout les difficultés que ça représente, aujourd'hui, 100% des citoyens du monde, 100% de leurs gouvernants, de leurs organisations, quelles qu'elles soient, sont confrontés à cette question qui est une question assez intime autant que collective. Comment moi, je peux apporter ma contribution à répondre à ce défi absolument majeur qui est le défi du changement climatique. Je pense peut-être en écho vis-à-vis du projet BioVallée, de cette gouvernance aussi associée à ce projet, est-ce qu'il y a d'autres actions sur le territoire peut-être qui font écho? Ça fait beaucoup de questions. En tout cas, sur les mutations, pour répondre rapidement, et d'autres territoires, il y a un réseau européen des biodistricts qui travaille en fait sur ces questions-là depuis un certain temps. Mais en fait, je suis assez d'accord avec ce que dit Gabriel, c'est-à-dire il y en a qui le prennent sous l'angle en fait transition numérique, qui les amènent en fait sur la question de l'alimentaire. Il y en a d'autres en fait qui commencent en fait par l'énergie. Je pense en fait dans les territoires d'innovation et à La Rochelle sur zéro carbone. Voilà, chaque territoire en fait part d'une sensibilité pour sa transition. Et je pense que c'est ça qui est important en fait aujourd'hui, c'est de comprendre en fait par quoi part l'impulsion. Et ça, c'est souvent, en mon sens, et ça me ramène au tout départ sur la mémoire, sur l'histoire. C'est-à-dire que on se rend compte dans BioVallée que pour qu'il y ait, en tout cas, voilà, quand on l'a observé, ce système, finalement, il faut voir ce qui arrive en termes de transition comme une évolution du territoire. Voilà. Et que du coup, il faut bien prendre soin de la mémoire et de l'histoire et bien la mettre en avant. Il y a eu un travail en fait de mémoire sur BioVallée pour, d'une certaine manière, montrer qu'on n'est pas dans une rupture. Parce que si on est dans une rupture, on perd des personnes. Il y a des personnes en fait qui vont pas se sentir reconnues pour ce qu'elles ont porté, qui vont se sentir dépossédées, ce qui arrive aussi dans la vallée de la Drôme.
Voilà, mais essayer en fait de ne pas faire de rupture, de faire une continuité et de trouver la singularité du territoire. Donc, quel est l'enjeu en fait, quel est l'enjeu de sa résilience? Et en tout cas de l'impulsion de sa résilience, le départ, le point de départ. Et après, on tisse en fait autour de ça. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un des éléments de réponse. Et après, sur la question de l'évaluation et du coup de la transmission, alors je pense que ce qui a fonctionné en fait dans le territoire d'innovation BioVallée, et d'ailleurs ça a été soutenu comme ça quand on a été lauréat, c'est qu'il y a une des actions qui s'appelle, alors attention le nom, le pôle d'innovation rurale et de formation, le PIRF. Donc, qui s'est transformé en centre, plateforme, on est en train de voir, d'ingéniosité territoriale, ce qui est joli, où l'idée, c'était de se dire, finalement, la vallée de la Drôme peut être considérée comme un territoire école, mais attention, quand on parle de territoire école, il y a ce qu'on peut transmettre en fait aux autres, et j'y reviendrai, et il y a comment en fait on continue à transmettre chez nous pour continuer à progresser sur la transition. Pourquoi? Parce que la vallée de la Drôme, elle a fait une première phase de transition avec BioVallée, donc il y a eu le grand projet Rhône-Alpin, Rhône-Alpes à un moment donné qui a été un apport d'argent aussi, qui était un projet porté par la région, qui a dynamisé. Puis après, en fait, le projet, il est tombé un peu, vous savez, il y a des phases de maturité. Donc ça monte, paf, il y a quelque chose qui se passe, après ça retombe. Donc il était dans une phase creuse, il avait besoin d'une résilience aussi, ce projet en tant que tel. Et donc du coup, on s'est bien rendu compte qu'il y a des phases aussi dans la transition. Il y a des phases en fait d'aménagement, il y a des phases de gouvernance. Et la transition par rapport au développement durable, pour moi, c'est-à-dire la notion de transition, apporte cette notion en fait du vivre ensemble et de la gouvernance. Ce que n'avait pas forcément le développement durable. Il commençait à en parler, mais il avait de grandes difficultés à mettre en place en fait les systèmes de gouvernance qui allaient avec. Et donc la vallée de la Drôme, elle a encore besoin en fait de progresser. Et en mon sens, en fait, l'évaluation est très liée à la transmission. C'est que je pense que un système qui prend et qui se force en fait à s'évaluer, alors il doit changer en fait d'une certaine manière. C'est comme le PIB. Le PIB, il est structuré autour de chiffres, de données quanti. Aller sur du quali aussi, sur les questions de lien, sur les questions de pédagogie, tout ça est intéressant dans l'évaluation. Et donc moi, je pense qu'il y a une réinvention de l'évaluation aussi à faire, qui est axée sur comment j'arrive à sortir des éléments modélisants pour les autres et pour moi dans ce que je suis en train de vivre en termes d'expérimentation. Et je dirais que peut-être aujourd'hui, c'est un peu et je fais rapide là-dessus, mais le point mort, on va dire, sur beaucoup de projets, qui est en fait d'accepter, et je pense que ça reprend l'histoire de l'économie des communs, en fait, dont je parlais tout à l'heure, ou de l'économie de ces nouvelles structures en fait qui se créent, c'est que on n'a pas d'économie à cet endroit-là. Donc en fait, l'évaluation, la pédagogie, c'est toujours un plus, en plus en fait que des projets qu'on a structurés et autres. Donc souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc finalement, on n'a pas le temps de transmettre. Nous, notre gros constat dans le Territory Lab, c'était de se dire, purée, BioVallée, ça fait 20-30 ans que c'est là, et ça n'a jamais capitalisé. Et là, c'est en train de repartir dans une autre phase de projet, c'est-à-dire encore de l'avant et tout ça, sans s'arrêter, respirer, et se dire, qu'est-ce qu'on a appris? Et voilà. Et donc, du coup, pour moi, c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est comment cet un peu angle mort qui arrive, en fait, dans la demande, s'ancre dans la gouvernance et dans l'économie. Voilà. Et je pense qu'on est au début de ça. Voilà, premier tour de réponse. Merci Olivier. On va peut-être prendre une deuxième question, s'il y en a une. Oui, donc la deuxième question, c'est est-ce que l'association BioVallée propose d'accompagner des projets citoyens et associatifs pour dupliquer cette transition sur d'autres territoires et comment et avec quels outils? Et la personne mentionne par dupliquer, il veut dire identifier, initier, adapter. Yes, rien que ça. Il y a déjà le processus, merci. Je dirais qu'en fait, c'est la phase qui est en train d'arriver. C'est-à-dire, ce que je vous parlais là, ce pôle en fait, d'ingéniosité territoriale, son objectif, en fait, c'est d'essayer de commencer à modéliser ce qu'ont appris les collectivités en fait, du territoire de la vallée de la Drôme, parce qu'il y en a certaines, franchement, qui se débrouillent vraiment bien. Ce qu'ont appris, en fait, les projets de transition territoriale. Qui a projet, j'entends pas du territoire, mais les petites startups sociétales qu'il y a du Terre de Liens, il y a Village Vivant, qui est aussi financé en fait, par la Caisse des dépôts. Vous avez en fait plein de pépites comme ça en fait qui sont sur ce territoire et on est en train de voir sur comment en fait réussir à sortir des éléments de méthode. Donc on en retrouve certains sur le Territory Lab. Il y a un travail qui a été fait avec l'Adrea Laura et le CEREMA sur des premiers éléments de modélisation avec des parcours en fait en lien au territoire et au principe du vivant. Mais en fait, je pense qu'on est au début de ce chemin-là. Et je pense que les accompagnements vont arriver en fait par des structures de l'État, mais pas que, par des acteurs aussi privés en fait qui sont déjà positionnés à ces endroits-là. Et ça commence à arriver, on va dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi pour ressoutenir ça, c'est
Je pense qu'un des enjeux en fait de connexion des territoires, j'ai bien aimé ce qu'a dit Gabrielle à cet endroit-là. La vallée de la Drôme, elle vit pas seule en fait, elle peut pas en fait, elle est interconnectée globalement au couloir rhodanien dans lequel en fait elle a une emprise économique forte, elle est interconnectée en fait au monde aujourd'hui par Internet et autres. Et je pense qu'en fait un des gros enjeux des territoires aujourd'hui, c'est aussi de prendre le temps d'aller vers les autres, c'est-à-dire de prendre le temps de la rencontre d'autres territoires, d'être en écho avec d'autres territoires. Pour moi, la vallée de la Drôme aujourd'hui, ce qu'elle a enseigné à des territoires urbains, par exemple, c'est d'identifier des communs dans les territoires urbains, puisqu'il en existe. Le grand problème aujourd'hui des territoires urbains, c'est que tout l'espace public s'est structuré autour en fait de la vie des humains, dans le sens de la vie opérationnelle des humains, et plus dans la vie vivre ensemble, on va dire, des humains. C'est-à-dire nos espaces publics, de débat public, de sens commun, en fait. Il y a des squares et autres, mais c'est plutôt dans une forme loisir ou détente, alors que des espaces de débat public ou d'échanges fondamentaux, ils n'existent plus. Avant, dans les villages ou dans les villes, c'était, je sais pas, la place de l'église, c'était la place en fait de la mairie. Il y avait quelque chose qui se passait. Et il y a, le hub, peut-être, on a une partie, hein, mais vous voyez, ces histoires de où est-ce qu'on se rencontre en fait pour penser ensemble la trajectoire de notre territoire. Et ça, je pense que BioVallée a quelque chose à apporter aux autres à travers l'association BioVallée, qui a pris du temps à se structurer. Elle est née en 2002. Non, 2012, excusez-moi. Donc 2012, donc ouais, ça fait déjà 10 ans, et finalement, elle est quasiment à ses balbutiements. Et je terminerai sur quelque chose, c'est que quand je disais qu'il fallait des nouvelles formes d'organisation au service en fait du développement des territoires, si on regarde en fait, moi je commence en fait à être en relation avec certains autres territoires d'innovation, donc start-up de territoire, La Rochelle, Zéro Carbone, c'est qu'on voit que toutes ces structures-là, tous ces projets-là ont été obligés de structurer une entité, donc soit une association, soit une SIC, par exemple sur la coopérative carbone en fait de La Rochelle, qui arrive en fait pour prendre ce rôle dont je parlais, de lien en fait, de mise en mouvement, de réseau et ceci et cela. Donc on voit que j'ai envie de dire que c'est en train d'arriver, mais c'est au début quoi. Par contre, et je dirais c'est le dernier point, je parle beaucoup moi aussi. Par contre, en fait, l'enjeu, il est que faut que les pouvoirs publics ne prennent pas ça comme de la compétition. Voilà. Si ce n'est en fait comme un point d'appui nouveau pour eux, pour qu'ils puissent se concentrer en fait sur ce qu'ils savent super bien faire et laisser la place à d'autres. Et souvent, c'est là où ça frite un peu, c'est qu'il y a une sensation de dépossession et donc de perte de valeur en fait dans ce qu'ils font, quoi. Voilà. Alors, le temps file un petit peu, mais je propose qu'on prenne une troisième question, s'il y en a une, avec une réponse rapide. D'accord. Peut-être un écho de Peut-être, voilà, Gabriel. tout à fait, qu'on termine peut-être, Gabriel, sur ces enjeux de transmission d'essaimage, de pédagogie. Écoutez, est-ce que peut-être pour réagir sur le dernier propos d'Olivier sur le rôle des pouvoirs publics, donc des territoires, dans territoire d'innovation et puis au-delà sur toutes nos activités, c'est notre marque de fabrique, puis c'est probablement ce qu'on fait le mieux et ce qui nous différencie des autres acteurs de l'accompagnement et du financement des projets territoriaux. C'est une capacité à mobiliser précisément les pouvoirs publics avec les autres acteurs économiques, associatifs, citoyens, pour construire des projets ensemble. Et oui, je confirme, c'est pas facile, hein. Ça dépend, ça tient surtout, et peut-être je vais conclure mon propos là-dessus, ça tient en général à une poignée de gens, parce que même les projets industriels les plus techniques et qui semblent le plus lointain, ou même financiers, ils semblent le plus lointain aux citoyens lambda, il y a toujours des gens derrière, et l'atterrissage et la bonne réalisation de ces projets, elle tient à une personne, 2 personnes, une poignée de personnes qui, à un moment donné, c'est pas forcément les mêmes d'un bout à l'autre, et ça fait écho à cette notion de transmission, justement. Il y a des gens, à un moment, qui, on parle beaucoup en management de la notion de leadership, c'est à peu près la même chose. On cherche aussi des leaders de territoire pour porter des valeurs, pour porter des manières différentes. Et cette notion de transmission, elle s'insère aussi là. C'est à quel moment on arrive à s'assurer que quand on lance une dynamique, BioVallée, c'est jeune et pas jeune, mais ça s'inscrit en tout cas dans une continuité, hein, et je reviens sur le début de mon propos sur l'histoire. Comment on s'assure que quand un projet, une dynamique, un cercle vertueux commence à s'enclencher, comment on s'assure que le truc se casse pas la figure juste parce que
le président de la commune, d'une des 3 communautés de communes et celui qui porte le plus, et que son histoire personnelle fait que là, il sort du projet. Juste, je voulais, parce que c'est fort en fait ce que dit Gabriel, c'est qu'en mon sens en fait le leadership peut-être dans ce qui est en train d'arriver sur la notion de transition territoriale, c'est un leadership collectif. C'est-à-dire que le passage qui est en train de se faire là, c'est sortir du leadership charismatique individuel, voilà, d'un président ou autre, à celui d'un collectif, quoi. Un grand merci à vous deux. Le temps est un peu court et les questionnements voilà, qui se soulèvent sur l'essaimage, les dynamiques collaboratives, l'importance du collectif, voilà, le lien avec les pouvoirs publics et toutes ces nouvelles manières d'être ensemble et ce tir qui est la BioVallée qui permet un peu cette transition du territoire et ce qu'elle apporte dans cette évolution vers des transitions. J'espère que c'est une conférence qui vous a intéressé. Donc un grand merci Olivier et Gabriel. On va clore maintenant voilà, cette conférence. Simplement vous dire qu'on serait très heureux de vous retrouver du coup pour l'ouverture du 3e cycle qui aura lieu le 19 novembre à 9h. Et c'est donc ce cycle sur le futur de la santé. Ce sera la première conférence avec Joseph Tedesco, qui est donc le directeur général du Centre national de l'expertise hospitalière. Et on viendra parler du futur de la santé. Quel futur au pluriel pour la santé en France? Voilà, donc on espère vous y retrouver. Je vous propose de terminer avec une touche de poésie aussi qui nous est chère et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Peut-être Marie, un dernier mot de la fin? Oui, merci à vous tous d'avoir participé et pour vos questions. Merci à nos intervenants Olivier et Gabriel et merci Delphine et tous notre partenaire à l'Institut des Futurs Souhaitables. Donc maintenant, je laisse peut-être la vidéo. Allez, c'est parti. Au revoir.